Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce mercredi 29 janvier, j'étais... Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce mercredi 29 décembre, j'étais l'invité de LCI pour un débat face à la députée LREM Laetitia Avia. Alors dans ce débat, on a parlé de la politique sanitaire du gouvernement, j'ai dénoncé les manquements de cette politique sanitaire, j'ai dénoncé les lois liberticides qui avaient été passées pendant cette pandémie, et puis j'ai surtout dénoncé les mensonges du gouvernement depuis le début de la crise du Covid-19. Voilà, je vais vous laisser regarder cette émission et puis vous retrouver à la fin. Je dis juste à celles et ceux qui regardent cette vidéo avant le 29 décembre, donc aujourd'hui, à 18h30, que je fais ce soir un live sur ma chaîne, un live des 100 000 abonnés. Je vous mets le lien dans la description et en commentaire épinglé. Si vous le regardez avant, vous pourrez comme ça assister en direct au live. Et puis sinon, vous aurez la vidéo à disposition après. Maintenant, je vous laisse regarder cette émission sur LCI. Et comme toujours, je vous retrouve à la fin. La transformation du pass sanitaire en pass vaccinal fait polémique. Pour en parler, nous a rejoint Antoine Léaumont de la France Insoumise. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon. Laetitia Avia, toujours avec nous, députée La République En Marche de Paris. Le docteur Daniel Simeka, médecin généraliste. Et Julien Arnaud, du service politique de TF1 LCI. Alors, hier soir, à 21h, plus d'une centaine d'amendements avaient été déposés contre ce pass. Les 3/4 viennent de la France Insoumise. Pourquoi s'opposer de manière aussi forte au pass sanitaire ? Pass vaccinal. Qui devient le pass vaccinal. Oui, mais nous sommes opposés depuis le début parce que ce pass sanitaire, ce pass vaccinal, ce qu'il met en place, c'est une société du contrôle permanent. Vous allez au restaurant, il faut vous contrôler. Vous vous déplacez, il faut vous contrôler. Donc c'est une habitude qui est prise de contrôler en permanence les gens. Et puis il y a un mensonge qui a été fait par Olivier Véran, puisque le 25 novembre dernier, il avait dit qu'il n'y aurait pas de pass vaccinal, que le pass sanitaire ne deviendrait pas un pass vaccinal. Donc M. Véran a menti. Mais au final, ce gouvernement ment sans arrêt. La première question qui se pose, c'est finalement quand est-ce qu'il nous dit la vérité, puisqu'au début, il nous disait que les masques ne servaient à rien. Désormais, on sait que ce qui est le plus utile pour éviter la contamination, c'est le port du masque FFP2. Le gouvernement nous avait dit aussi à l'Assemblée nationale, enfin, c'était pas le gouvernement, c'était une députée, c'était Madame Braun-Pivet, que le pass vaccinal, le pass sanitaire à l'époque, ne serait pas utilisé pour des activités aussi simples que aller au restaurant, et qu'il fallait mettre ça noir sur blanc dans la loi parce qu'il fallait défendre nos libertés publiques. Donc ce gouvernement et cette majorité ment sans arrêt, et nous opposons à des gens qui sont des menteurs. Voilà. Mais est-ce que c'est un mensonge? Alors Laetitia Avia va vous répondre. Ou est-ce que aussi les déclarations avancent avec les connaissances sur l'épidémie? Laetitia Avia. Oui, c'était une question. Je vous laisse répondre. Je peux vous répondre aussi sur ça. Non, mais moi, je suis assez choquée par ce que je viens d'entendre. Vous venez de dire vous vous opposez à des gens. Moi, je ne suis pas là pour m'opposer à vous. Je ne suis pas là pour m'opposer à la France Insoumise. Je suis là pour assurer la protection de mes concitoyens. Je suis là pour voter des mesures de protection publique et de santé publique. On va, cet après-midi, en effet, débattre de la question du pass vaccinal. Mais en dehors de ça, dès la semaine prochaine, nous aurons, je crois, le 5 janvier, un texte dont nous allons débattre à l'Assemblée. C'est un texte de la France Insoumise qui nous demande quoi? De tout faire sauter. Plus aucune mesure sanitaire, plus de pass sanitaire, plus de protection, plus de décret non plus, plus rien, plus de masques, plus aucune mesure. Si, les masques. Les masques. Allons-y, attendez, madame, continuons. vous pouvez pas dire pas ça. de pass sanitaire, nous défendons les masques gratuits, nous défendons la gratuité des masques. Vous pouvez pas dire qu'on aucune mesure législative, plus aucune mesure Vous législative permettant de contrôler l'épidémie. Et ça, c'est un manque de responsabilité, mais cruel. Non. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, vous avez été parfaitement sincère dans l'exposition de vos prétentions. Vous vous opposez à nous. Vous ne travaillez pas pour les Français. Bien sûr que si. Justement, ce que vous avez du mal à saisir, c'est que nous sommes opposés à des mesures qui sont liberticides. En revanche, nous avons une série de propositions, qui sont d'ailleurs des propositions que j'ai revues dans l'entretien de Madame Costagliola avec Le Monde. Elle parle de votre politique dans les écoles. Elle dit elle est nulle. Eh bien, depuis des mois, nous vous disons qu'il faut installer dans les écoles des purificateurs d'air. Vous n'en faites rien. Depuis des mois, nous vous disons que dans les écoles, il faut insister sur ce type de questions. Vous n'en faites rien. Et nous avons investi 20 millions d'euros aux collectivités pour les capteurs. Allez-y. Je vais laisser finir. Simplement, nous, ce que nous voulons faire, c'est faire en sorte de s'opposer juste à la partie liberticide de ce que vous faites. On a l'impression que vous ne luttez pas contre la maladie, mais contre les personnes qui ne sont pas vaccinées. Ce n'est pas ça une politique efficace. Par exemple, sur la question des tests,
Pourquoi rendre payants les tests pour les personnes non vaccinées? C'est idiot. Sur le plan sanitaire, c'est idiot. On a un besoin que tout le monde se fasse tester. On a besoin qu'il n'y ait pas de frein financier au fait de pouvoir se faire tester. Et si des gens ne se vaccinent pas, ce qu'il faut faire, ce n'est pas les contraindre, c'est essayer de les convaincre. Si vous n'avez pas réussi à les convaincre, à mon humble avis, c'est parce que, comme vous avez menti sans arrêt, les gens n'ont désormais plus confiance dans ce que vous racontez. Je pense que si aujourd'hui il y a une partie de la population qui en effet ne va pas vers le vaccin, c'est aussi parce qu'il y a un discours complotiste qui est notamment véhiculé par les représentants de la France Insoumise qui ne prennent pas leurs responsabilités. Ce discours que vous avez, j'espère bien que Laetitia vient terminer. Mais ce discours que vous avez à venir ressasser des éléments de langage sur des prétendus mensonges, alors que nous savons tous que nous avons avancé avec la connaissance du virus, tout cela, ce sont des éléments qui créent des zones grises et du doute dans l'esprit de nos concitoyens. Et donc, vous participez aujourd'hui à l'absence de vaccination d'une partie de la population. Pas du tout, madame. Nous défendons la vaccination. Moi, encore une fois, je l'ai dit et je le répète chaque fois que je vais sur un plateau, je suis vacciné. Je considère que c'est une méthode efficace pour lutter contre la maladie, mais je comprends que des gens ne soient pas convaincus. Je comprends que des gens manquent de confiance. Et finalement, une attitude de doute, c'est une attitude scientifique aussi. Donc, il faut donner des réponses. Il faut donner des réponses concrètes aux gens, et surtout quand vous donnez l'impression de traiter les non-vaccinés comme des pestiférés, vous renforcez le fait que des gens n'aient pas confiance dans la vaccination, parce que vous renforcez le fait qu'ils ont l'impression que c'est un truc qui est décidé par je ne sais qui, les gouvernements, etc. Donc si vous voulez convaincre les gens, et à mon avis, vous devriez faire une chose aussi efficace, vous nous accusez d'être complotistes, je ne sais quoi, de ne pas écouter la science. Vous n'écoutez jamais ce que dit l'OMS. Encore il y a quelques jours, le patron de l'OMS dit la chose suivante. Des programmes de rappel de vaccination sans discernement ont toutes les chances de prolonger la pandémie plutôt que d'y mettre fin, en détournant les doses disponibles vers les pays qui ont déjà des taux de vaccination élevés, offrant ainsi au virus plus de possibilités de se répandre. Vous êtes contre les programmes de rappel. Le patron de l'OMS vous dit qu'il serait plus... Attendez, vous m'avez pas laissé répondre. Vous m'avez posé une question, vous m'avez pas laissé répondre. Il dit que ce n'est pas suffisant. Non, il dit que ça serait plus utile d'envoyer ces doses-là vers les pays qui ne sont pas vaccinés, vers les pays qui sont à faible vaccination, pour éviter précisément ce qu'on a en ce moment, c'est-à-dire un nouveau variant qui est plus contagieux, plus dangereux, etc. Tant qu'on n'aura pas fait une vaccination large de la population mondiale, alors on aura des cas de variation. Excusez-moi, mais vous répondez, je parle au médecin. Non, mais c'est pas une réponse, c'est une question, parce que je n'ai pas compris votre propos. Pour ou contre la dose de rappel? Mais pour ou contre, c'est un mot. Mais madame, c'est parce que vous êtes en train de dire qu'on n'écoute pas. Vous êtes pour ou vous êtes contre? Non, mais pour les envoyer vers les pays où il y en a besoin. En France, nos concitoyens qui sont aujourd'hui face à cette double vague, Delta, Omicron, vous êtes pour ou contre cette dose de rappel? C'est juste un mot. Mais moi, je vais la faire, cette dose de rappel. Non, mais je ne vous demande pas si vous allez la faire. Je vous dis, vous, en tant que responsable politique, madame, vous avez une voix qui porte, vous avez un électorat. Qu'est-ce que vous leur dites? Vous êtes pour ou vous êtes contre? J'écoute ce que dit l'OMS. Vous ne vous prononcez pas. C'est encore de l'irresponsabilité. Mais enfin, vous êtes pour ou contre la troisième dose? Je viens de vous dire que je vais faire ma troisième dose de rappel. Mais vous appelez à cette troisième dose? Vous êtes responsable politique. Vous êtes la voix numérique de Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous écoutent? Mais j'écoute ce que me disent les médecins. Vous êtes pour ou vous êtes contre? J'écoute ce que disent les médecins. Les médecins vous disent qu'il serait plus utile d'envoyer ces doses de rappel vers les pays qui en ont besoin. Nos concitoyens français, si j'écoute ça rame là. Non. C'est un pour ou c'est un contre? Madame, si j'écoute ce que dit l'OMS, c'est contre, puisqu'il est plus utile d'envoyer. Donc vous êtes contre. Puisqu'il est plus utile. Mais vous me laissez finir, puisqu'il est plus utile d'envoyer ces doses vers les pays qui en ont besoin, c'est-à-dire par exemple les pays d'Afrique qui sont très peu vaccinés. Pourquoi si vous me permettez, beaucoup de médecins sont pour la troisième dose, notamment pour les plus fragiles. Je vais juste jusqu'au bout. Je suis pour la troisième dose à condition que tout le monde ait des vaccins. Voilà ma position. C'est-à-dire que sur ce sujet, et M. Macron avait dit qu'il ferait quelque chose, il n'en a absolument rien fait, il faut lever les brevets sur les vaccins pour permettre à l'intégralité de la population mondiale d'avoir accès à ces vaccins. Par contre, faire une troisième dose dans nos pays, quand dans d'autres pays, les taux de vaccination sont extrêmement faibles, c'est un comportement égoïste en réalité. Si on veut avoir un comportement de lutte contre une pandémie, ça veut dire maladie mondiale. Si on veut lutter contre une pandémie, il faut lutter de manière collective. Vous me donnez un peu l'impression d'être les gens dans le film Don't Look Up. C'est-à-dire, il y a une énorme météorite qui arrive sur la Terre, et plutôt que de faire quelque chose pour contrer cette météorite, eh bien, vous voulez faire de l'argent dessus. Voilà un peu l'impression qu'on a. C'est-à-dire que plutôt que de lutter contre une pandémie, on fait des profits pour Pfizer. On n'est pas en train de faire de la fiction, on n'est pas sur de la politique fiction. Justement, précisément, c'est ça qui est inquiétant. On n'est pas des acteurs politiques, on est des responsables politiques. Et vous venez d'annoncer
très clairement sur ce plateau que vous êtes contre la dose de rappel. S'il vous plaît, vous, en tant que responsable de la on va prendre la parole d'un médecin en plateau qui n'est ni pro ou anti-gouvernement et qui a un avis du point de vue médical. Tout à fait, et un avis qui évolue au fur et à mesure des mois, parce que là, cette histoire de passe vaccinal ou passe, excusez-moi, mais c'est pas aujourd'hui que ça se pose, c'était déjà il y a 2 mois, parce que passer de 72 heures à 24 heures, en fait, c'est à ce moment-là qu'on est passé du pass sanitaire au pass vaccinal. S'agissant des vaccins, il me semble, enfin de toute façon la solution c'est de faire les doses de rappel dans les pays occidentaux et de donner effectivement une vaccination la plus large. Et il me semble que si on ne fait pas les deux en même temps, c'est pas parce qu'on manque de vaccins, parce que les laboratoires, je pense, ont une capacité de fabrique suffisante, mais c'est pour, comme d'habitude, des grands enjeux financiers planétaires qui nous dépassent et qui font que les pays pauvres sont toujours moins servis. Là, j'ai envie de dire presque l'effet positif de cette pandémie, c'est de nous mettre en face de nous-mêmes les conséquences de l'inégalité profonde entre les pays riches et les pays pauvres. Mais donc, on pourrait avoir suffisamment de vaccins pour faire les deux, vacciner les pays les plus pauvres et faire nos doses de rappel, parce que sinon nos anticorps se cassent la figure. Donc, en ce qui concerne le pass vaccinal ou le pass sanitaire, moi, cet été, je me souviens, j'étais assez courroucé qu'on ait fait le forcing, c'est-à-dire qu'on ait transformé le pass sanitaire, qui était un pass de liberté, qui était une alternative au confinement, qui permettait, où on se fait vacciner, moi j'ai toujours été pour la liberté, pour les vaccins et pour la liberté, où on se faisait vacciner, où on faisait un test, et d'un seul coup je me disais, mais on est en train de changer les choses, là, entre le mois de juillet et le mois d'août, et on est en train d'en faire un pass vaccinal. C'est à ce moment-là que ça s'est produit. Et j'étais contre. J'ai été surpris, parce qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, j'ai été surpris de voir que sur le plan du taux de vaccination, bon, ça a été liberticide, j'étais contre, hein, j'assume, mais bon, ça a permis de vacciner les gens. Ça a marché. Précisément. Ça a marché. Précisément, c'est que là, vous allez sur l'objectif, mais la question morale demeure. Si c'est liberticide, c'est un problème. Oui, on est d'accord sur ça. Donc nous, ce que nous proposons de faire, c'est de supprimer ces mesures liberticides. Pour le reste, alors moi, sur le plan politique, je m'en mêlerai pas, parce que je suis pas ici, bien évidemment, pour mais cela. Votre avis est intéressant. Mais je dirais quand même que, je répète, au début de ma présence ici, j'ai bien dit qu'il y avait les grands moyens et les petits moyens. Les grands moyens, c'est la vaccination et les gestes barrières. Les petits moyens, c'est aussi le pass sanitaire ou pass vaccinal. C'est pas si important que ça. Il faut bien que les gens qui nous regardent comprennent que ce qui est important, c'est d'être vacciné. Pour ceux qui ne le sont pas encore, vraiment, il n'y a pas photo, quoi. Maintenant, c'est fini, toutes les rumeurs, elles se sont complètement délitées. Donc, premièrement, se faire vacciner, et deuxièmement, reprendre les gestes citoyens. C'est comme ça qu'on va tous s'en sortir. Le reste, c'est sûrement utile. Après, faut-il faire ceci, faut-il faire cela Mais je rebondis, Antoine Normand, est-ce que le pass vaccinal est finalement un mal nécessaire? On a vu que le pass sanitaire, qui a été très 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 controversé aussi quand il est apparu, eh bien finalement a produit des effets non négligeables. Je crois pas, oui, mais c'est par la contrainte. Je veux dire, si on va comme ça, alors qu'est-ce qu'on acceptera par contrainte parce que c'est un mal nécessaire? Ce que je veux dire, c'est que il y a d'autres méthodes effectivement pour lutter contre cette maladie. Les masques FFP2, on l'a dit. Les purificateurs d'air dans les écoles, on l'a dit. Non, l'un n'empêche pas l'autre, précisément. Mais pourquoi, puisque l'un n'empêche pas l'autre, on ne fait pas l'autre? Pourquoi on ne fait pas les masques FFP2? Pourquoi on ne donne pas à disposition des masques FFP2 gratuits? Pourquoi on ne met pas ces purificateurs d'air dans les écoles? Pourquoi est-ce que pendant la crise sanitaire, on a encore fermé 5700 lits d'hôpital? Pourquoi? Moi, j'aimerais qu'on ait une politique sanitaire. Mais le but, Antoine Normand, même s'il y avait plus de lits, et ça c'est un vrai problème, oui, c'est pas d'envoyer le maximum de gens en réanimation. Bien sûr que non. C'est d'éviter qu'ils soient contaminés. Bien sûr que non. Mais les mesures liberticides sont mises en place parce que on veut éviter une saturation des hôpitaux. Donc, mettons en place des lits d'hôpital, enlevons les mesures liberticides, continuons à faire une politique favorable à la vaccination. Mais pour faire cette politique favorable à la vaccination, je suis désolé, désormais, au taux de vaccination dans lequel on est, il va bien falloir adopter les méthodes qu'on propose, à savoir convaincre. Il y a des pays dans lesquels, vous savez, pour convaincre les gens qui n'étaient pas vaccinés, les pays ont mis en place des campagnes de porte-à-porte pour aller vers les gens, leur expliquer, leur dire, bon, voilà, vous avez peur de ça, on répond à vos questions, etc. Pourquoi on ne met pas ça en place? Laetitia Avia. Alors, plusieurs éléments. Première
chose, on ne parle pas de lits d'hôpitaux. Ce ne sont pas des lits, c'est pas des tubes, des plastiques, etc. Ce sont des personnes. Pas. Non, ce sont des personnes qui sont dans ces lits. Ce sont des personnes qui sont intubées, ce sont des personnes qui sont en réanimation. C'est des lits que vous avez fermés. C'est 242 décès hier. C'est l'équivalent d'un crash aérien par jour, ce que l'on vit en ce moment aujourd'hui. Mais c'est vous qui êtes au pouvoir, c'est pas nous. On ne parle pas de. C'est vous qui êtes au pouvoir. Quand vous dites ça, c'est vous qui êtes au pouvoir. Donc un crash aérien par jour. Je ne veux pas plus de personnes en réanimation. Moi, je veux moins de personnes en réanimation. Mais quand il y a des gens qui sont en réanimation, il faut qu'ils puissent être soignés. Tout à l'heure, vous m'avez reproché de vous avoir interrompu. Ensuite, nous investissons évidemment dans l'hôpital. Nous savons le Ségur de la santé, la loi RIST que nous venons de voter pour justement pouvoir réorganiser la gouvernance, le plan de financement immédiat de 1,5 milliard et les 20 milliards sur 10 ans qui viennent d'être investis également pour l'hôpital. Tout ça, c'est nécessaire. Vous avez parlé tout à l'heure de la question des écoles. Oui, nous avons aussi donné une dotation aux collectivités territoriales pour notamment ces capteurs de CO2 qui sont nécessaires et nous allons vers un 100%, une couverture à 100% dans les écoles. Et oui, cela se fait et cela ne se fait pas au détriment des mesures qui sont des mesures nécessaires et immédiatement. Ce que l'on voit en revanche aujourd'hui, c'est que la semaine prochaine, moi je vais devoir débattre d'une proposition de loi insoumise demandant de tout supprimer. Donc non, là c'est pas du en même temps. Ce que vous voulez, c'est vous demander de supprimer le pass sanitaire. Et alors c'est fou parce que je vous disais tout à l'heure, oui, bien entendu, là, il y a une adhésion de la grande majorité de nos concitoyens vis-à-vis de d'abord du pass sanitaire et du pass 66% des Français qui sont pour le pass vaccinal. Exactement. Et d'ailleurs, si vous regardez le détail de ce sondage, puisqu'ensuite il est fait par affinité, on a exactement le même pourcentage, 65% sur l'électorat insoumis. C'est-à-dire que votre propre électorat, vos propres électeurs ne soutiennent pas votre position. Mais quand il y a Est-ce qu'à un moment, vous allez peut-être vous dire que c'est que vous avez tort? Non, parce que ça reste des mesures liberticides. Et tant que ça restera... Nous sommes sur une position qui est une position philosophique. C'est un problème. Oui. C'est un problème. Moi, je m'occupe de la vie. Non, mais c'est un problème de vous occuper d'une maladie en mettant en place des mesures liberticides. Je vous ai donné un certain nombre de moyens... On poursuit ce débat dans quelques instants, c'est promis. Il est 9h46. On fait un petit point grâce aux essentiels LCI et on poursuit ce débat juste après. Et docteur, vous aurez la parole, c'est promis. Antoine Léaumont, vous vouliez développer un argument. Je vous ai interrompu. Bah écoutez, il y a la petite chose qui vient de passer vient de me donner une illustration. La bourse de Paris est au plus haut. Et d'une manière générale, dans cette pandémie, les entreprises pharmaceutiques se sont énormément enrichies. Moi, une des mesures centrales pour moi, c'est la levée des brevets sur les vaccins. On ne peut pas, dans une pandémie, quand il y a une maladie mondiale, on ne peut pas regarder ça avec les outils du passé. On ne peut pas regarder ça avec les outils du capitalisme, puisque c'est, d'une part, le capitalisme qui a été responsable du fait qu'on a cette pandémie pour deux raisons. Un, parce qu'on voit désormais que c'est des zoonoses qui se multiplient, c'est-à-dire des élevages intensifs qui créent ces maladies-là. Puis ensuite, les échanges commerciaux qui se font à l'intérieur de ce système-là, qui participent à la diffusion de cette maladie-là. Donc il faut y répondre avec des outils qui font face à ça. On ne peut pas accepter que dans une pandémie comme ça, les plus riches deviennent toujours plus riches. Désormais, il faut qu'ils mettent la main à la poche. Pfizer, Moderna et BioNTech se font $1000 par seconde. $1000 par seconde. Vous aviez dit tout à l'heure dans notre pays, c'est un crash par jour. Voilà, $1000 par seconde, un crash par jour de l'autre côté. Si on veut lutter efficacement contre ça, il faut lever les brevets. Il faut qu'il y ait un accès libre. Justement, c'est une réponse d'ailleurs. La parole je vais vous donner la parole. Médecin. C'est une réponse à ce que vous disiez. Si on veut aussi que les pays pauvres aient davantage de doses, cette levée des brevets leur permettrait de produire des vaccins. Peu de temps, docteur. Oui, juste très rapidement par rapport à ce que vous disiez sur les masques FFP2. Oui. C'est pas forcément une mauvaise idée. Le masque FFP2 est une protection. Je me protège avec le masque FFP2, je protège les autres avec le masque chirurgical. Il y a un petit effet juste technique. Je ne sais pas si ça coûte plus cher, un FFP2. Un peu plus cher. Un peu plus cher. Bon, mais c'est que le chirurgical, on passe son temps à le glisser parce qu'il tombe sur le nez, on le remet, on tripote ses mains, etc. Et ensuite, voilà. Alors que le FFP2 tient mieux. Bon, c'est l'une des raisons pour lesquelles il serait peut-être plus efficace. J'avais vu une étude qui disait que quand deux personnes ont un masque chirurgical, il y a un risque de contamination à hauteur de 10%, et quand deux personnes ont un masque FFP2, on est à 0,14%. Donc ça me semble, je veux dire, dans un contact de 20 minutes, dans un espace rapproché, ça me semble une des mesures sanitaires. On y reviendra, et d'ailleurs avec Éric Coquerel, qui sera notre invité à 11h. Laetitia Avia, j'aimerais vous faire réagir à ce qu'a dit Roselyne Bachelot face à la colère des artistes qui n'ont pas compris pourquoi on imposait des jauges dans les concerts
et pas dans les meetings politiques. Alors évidemment, c'est la Constitution qui est aussi est là pour protéger les meetings politiques en période de campagne présidentielle. Regardons ce que la ministre de la Culture a dit. Alors elle comprend évidemment ce mouvement d'humeur des artistes, mais elle estime que la culture n'est pas sacrifiée. C'est la pandémie qui oblige le gouvernement à agir ainsi. Qu'est-ce que vous répondez aux artistes ? Je pense que la première chose, en effet, c'est de dire que, bien sûr, nous comprenons les difficultés et l'objectif aujourd'hui, c'est de s'assurer que ces lieux de culture restent ouverts. C'est ça la première chose, puisqu'en effet, on a eu des lieux de culture qui sont restés fermés bien trop longtemps dans notre pays. Ensuite, évidemment, et moi j'entends de nombreux de nos concitoyens qui se disent, mais ce que disent, mais on va pouvoir tenir des meetings politiques, parfois même dans les mêmes lieux que les lieux de concert. Et c'est pour ça que nous, La République En Marche, nous prenons cette responsabilité, nous appliquerons les jauges systématiquement. J'espère que la France Insoumise en fera tout autant, bien évidemment. Non, nous allons mettre en place des mesures sanitaires renforcées dans nos meetings politiques. Pas de jauge. On réfléchit notamment au fait de mettre en place des FFP2. Mais non, parce voilà, que c'est une élection, madame. C'est une élection. On va poursuivre ce débat. Éric Coquerel, il sera avec nous pendant 20 minutes. C'est une élection présidentielle. La France Insoumise a la parole, c'est promis. Merci Antoine Léaumont, merci Laetitia Avia. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Je vous invite aussi à la partager sur les réseaux sociaux et à mettre des petits pouces bleus pour l'aider à monter dans les tendances. Et puis comme toujours, je vous invite aussi à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ça m'aide beaucoup, je les lis, je les trouve très intéressants. Souvent ils me font beaucoup rire aussi parce que vous dites des trucs qui sont marrants. Donc bref, c'est pour moi très intéressant d'avoir tous ces retours. Donc n'hésitez pas. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!